Bonjour, je suis Patrick. Je suis Daniel. Je suis Aguilar. Je suis Dagorn. Et vous êtes sur Azeroth.fr. La Terre-Mère est avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 5e épisode d'Azeroth.fr. On espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que votre Noël a été plein de cadeaux merveilleux et que votre Nouvel An a été pas trop arrosé, on va dire, un petit peu quand même. Daniel, tu vas bien ? Eh ben écoute, ça va, j'ai passé de bonnes fêtes de Noël et un réveillon magnifique et pas mal de haut évidemment pendant les jours où je n'ai pas bossé. Merveilleux. Oui, tout à fait. On a donc, comme vous l'avez entendu en intro, deux invités très spéciaux. Aguilar qui nous fait l'amitié de revenir et Dagorn qui vient pour la première fois nous dire bonjour sur Azeroth.fr. Et Aguilar, vous le connaissez forcément tous puisqu'il était présent dans notre 2e épisode. Et par contre, Dagorn, certains d'entre vous ne le connaissent peut-être pas. Eh bien, c'est le 2e community manager. Donc là, on a l'équipe communautaire de chez Blizzard au grand complet pour la zone francophone qui inclut évidemment la Suisse, qui nous a fait donc l'amitié de venir participer à ce 5e épisode. Salut les gars, ça va ? Bah plutôt bien. Ouais, ça va très bien. Vous avez passé d'excellentes fêtes également, pleines de jeux, interdit de Noël, interdit de jour de l'an, on a travaillé comme des forcenés. Non, on a passé de très bonnes fêtes, ouais, ça s'est très très bien passé. Le calme avant la tempête. Voilà, qui sera d'ailleurs le titre de l'épisode. Alors, on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet pour essayer de ne pas trop dépasser comme la dernière fois qu'Aguilar était là. On avait quand même enregistré pendant 4 heures, c'était absolument terrible. Donc, je me lance immédiatement dans l'introduction du programme. Dans la partie information, on aura quelques petites infos sur les patchs, celui qu'on vient d'avoir et le suivant, sur Burning Crusade évidemment, puisque tout ça est lié, quelques petites infos en plus. Dans la partie éditoriale, on va avoir beaucoup de choses sur le PVP pour les nuls et pour les pros, l'histoire des Draenei, et ensuite on a le fourre-tout avec le courrier des lecteurs, etc., etc. Et donc, on se lance immédiatement dans les news avec le patch 2.0.1, le règne du PVP. Pourquoi est-ce que c'est le règne du PVP ? Dany, qu'est-ce qui s'est passé avec le patch 2.01 ? Eh ben écoute, toute la refonte en fait prévue pour Burning Crusade a été implémentée sur le patch 2.0.1, ce qui fait qu'en fait maintenant la refonte du système d'honneur implique que les joueurs, quand ils tuent des joueurs de l'autre faction, ils gagnent des points d'honneur qu'ils peuvent cumuler et ces points n'ont plus une durée de vie qui était limitée comme qui était le cas avant. Et donc avec ces points d'honneur là, ils peuvent maintenant acheter des récompenses plutôt sympathiques ma foi. Tout à fait. Et il y a eu un problème donc au début avec la quantité d'honneur qu'on gagnait. J'imagine que les gars de la communauté, vous avez eu beaucoup de boulot au début. Ça demandait surtout pas mal d'équilibrage, surtout après à nos développeurs. On s'attendait pas à ce que tout le monde rush comme ça les instances, les Battlegrounds, etc. Donc ça demandait beaucoup d'adaptation. Effectivement, on a dû réduire l'honneur par la suite. Mais c'est vrai que ça a rendu pas mal de pièces de JCJ accessibles au plus grand nombre. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette démarche, elle n'est pas juste pour équiper les joueurs avant Burning Crusade. C'est que c'est vraiment quelque chose qui est prévu à long terme. C'est un système qui est mis en place, ce qui explique qu'on a dû faire certains changements pour justement valider tout ce système-là, etc. Donc évidemment, ça a provoqué quelques petits heurts et quelques petites manifestations au moment où on a réduit les gains. Alors attends, je vais quand même expliquer pour les gens, je sais pas comment ils auraient pu passer à côté, mais peut-être que les gens un petit peu plus bas niveau savent pas exactement de quoi on parle. C'est-à-dire que le rythme de gain d'honneur était tellement élevé
que une personne qui faisait des battlegrounds, des champs de bataille de manière pas super régulière, mais en une journée, une bonne journée bien chargée en battleground, disons sur un week-end spécial Arati ou Goulet, t'avais quasiment de quoi acheter une arme de grand maréchal, donc en 14. L'objectif en fait, énormes. c'est pourquoi on a réduit, c'est que toutes ces récompenses doivent être accessibles. Mais il faut aussi le mériter. Il faut le mériter, oui. Il faut pas les avoir en claquant des doigts et en passant juste 10 heures sur un BG. Et alors ça m'a beaucoup fait rire, évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des plaintes comme ça des gens sur les forums, c'est que il y a eu ce nouveau système qui a été implémenté avant la réduction d'honneur. Il y a eu quoi? Il y a eu 4 jours, 5 jours maximum. Et à partir du moment où il a été annoncé que la réduction allait être mise en place, les gens se sont levés en masse. Il y a eu une sorte de révolte dans les rues parce que tout le monde estimait que c'était un acquis absolument indéboulonnable. Tout à fait. Alors qu'il y a eu 4 jours comme ça, quoi. Et en plus de ça, bon, là j'y vais de mon petit couplet contre les gens qui se plaignent et qui font du ouin-ouin. Le résultat quand même au final, avec un rythme de gain d'honneur trop élevé, c'est que tout le monde se balade en armure complète de grand maréchal. Je vois pas véritablement l'intérêt, quoi. Ça enlève beaucoup de... Écoute, maintenant franchement tu vas en BG, hein, tous les chasseurs ont leur arc de grand connétable, tous les guerriers hors d'eux ont déjà plusieurs morceaux de l'armure, et franchement surtout les hors d'eux. Surtout les hors d'eux, parce que côté Alliance quand même on le mérite bien. On fera aucun commentaire là-dessus. Nous on le vaut bien, non? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à récupérer entre-temps une pièce ou 2 pièces très intéressantes. Ceux qui ont récupéré plus, c'est des gens qui faisaient déjà beaucoup de battleground avant et qui n'ont jamais, disons, quitté cet objectif-là. Les gens qui ont récupéré 1 ou 2 pièces en plus, c'est des gens qui, pour le coup, ont profité de ce nouveau système. C'est pas forcément un gros problème dès lors que dans Burning Crusade, en tant que tel, il y aura des objets bien supérieurs et relativement, pas rapidement, mais avant le 70 pour sûr. Tu me disais, Dany, aussi que les raids ont... je vais employer tes mots. Les raids ont explosé en vol. Ah non, c'est les guilds qui ont explosé en vol. Et pas mal de raids aussi, parce qu'en fait déjà on le sait tous, il y a Burning Crusade qui sort mi-janvier, donc déjà c'était un facteur de tension, puisque les raids vont être réduits à 25 et qu'il y aura toute une phase de leveling. Ensuite l'avenue du PVP en fait a fait que pour la plupart des gros raids, sauf pour certaines guildes vraiment où ils étaient disons très très assidus, les joueurs de base ont préféré choisir la voie de la facilité et faire du PVP plutôt tranquillement, sans avoir besoin de wiper pendant des heures sur un boss pour apprendre des techniques et pour récupérer en fait du matériel de qualité au moins équivalent au T2, donc alors juste petite parenthèse là-dessus, déjà le matériel au moins équivalent au T2, je suis pas tout à fait d'accord, ça dépend des pièces, des classes, des morceaux, mais par exemple tous les joueurs qui vont être sur Naxxramas vont avoir du matériel bien supérieur à ce qu'on peut avoir en rang 14. Mais il y en a combien? Non, mais bien sûr. Donc encore une fois, comme je disais, pour les gens qui sont allés là-dessus, qui se plaignent sur le PVE et qui sont partis sur les BG, sont pas des joueurs intenses de PVE. Les joueurs intenses de PVE sont restés sur le PVE puisqu'ils sont sur Naxxramas. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, on va pas trop s'étendre non plus sur cette partie, mais il faut pas non plus oublier que c'est qu'une partie de la refonte du PVP, du système de JCJ. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, des gens qui disent voilà, il y a ci, il y a ça, il y a le troisième. Il faut pas oublier que le véritable PVP hardcore dans l'instance, ça sera les arènes. Et pour le moment, les arènes n'y sont pas du tout. Et c'est là qu'on aura les objets très très puissants, équivalents aux plus gros raids, etc. Donc il faut pas oublier que ça, c'est la moitié de la refonte du PVP et que on aura que la deuxième moitié que plus tard. Indubitablement. On parle un petit peu des talents, parce qu'il y a eu aussi un petit cafouillage sur les talents, entre ce qui avait été annoncé et ce qui est finalement arrivé. Et nous, on avait annoncé toutes sortes de talents merveilleux pour les voleurs et des petites choses comme ça. Et finalement, c'est pas ça qui est arrivé au moment du patch. Que s'est-il passé? Nous exigeons des explications. La phase de transition dont je viens de parler, voilà, on va dire ça comme ça. Non, ça nous a demandé un petit patch supplémentaire, donc on a dû décaler, on
a dû décaler d'un patch pour la sortie finale de Burning Crusade. On devait sortir en 2.02, on sort en 2.03. Donc pour le coup, il y a un petit décalage qui s'est fait. Voilà, donc tout simplement une petite attente supplémentaire pour avoir tous les talents et toutes les choses dont on avait parlé. D'accord. Ah oui, tiens, d'ailleurs, une petite chose à propos des talents. Je tiens à signaler que Jérôme, qui nous en avait parlé au premier épisode, nous avait dit qu'il pensait que les talents étaient maintenant refaits pour qu'il n'y ait plus un arbre particulièrement puissant par rapport aux autres. Et les talents de fin d'arbre sont effectivement pas des talents ultimes maintenant. C'est pas le truc qu'il faut absolument avoir. Il y a des trucs très puissants qui vous aident à faire ce que vous êtes censé faire en mieux, mais il n'y a pas de choses totalement indispensables et il y a beaucoup plus d'équilibre entre les différents arbres. Donc bon, ça c'était encore une prédiction qui s'est avérée c'était oui, l'objectif là, c'est vrai que sur les talents ultimes, ils ont un côté ultime, mais aussi, enfin surtout, je dirais dans la forme et la modification que ça peut donner en jeu. Celui du voleur, par exemple, pour reprendre celui-là, puisque tu sembles le craindre terriblement, le fait qu'un voleur puisse arriver derrière sa cible en furtif, potentiellement, ça n'a rien de complexe dans les faits, et c'est juste une possibilité plus fun et de le faire, et c'est pas si incroyable que ça. Si on avait mis ce talent, par exemple, dans la 2e ou 3e ligne de talent, personne n'en aurait parlé. Et étant donné qu'il est en ultime, on le met énormément en avant, on se dit c'est la chose incroyable et c'est qui va tout changer en PvP. C'est pas du tout le cas. Un rogue il est furtif, s'il sait jouer, il arrive derrière sa cible sans trop de difficultés. Disons que les ultimes sont entre guillemets ultimes dans leur branche et non pas dans l'arbre de talent. D'accord. Il est fort. Pour sûr. Bien sûr. C'est très bien dit. Merci d'accord. Merci. Mais disons que de toute façon, tu vois, par exemple, ce talent de rogue, il est dans l'arbre finesse, et je trouve effectivement c'est un bon buff pour l'arbre et ça va l'équilibrer, je pense, avec les deux autres branches. Bon, je suis pas un spécialiste rogue ensuite. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'as jamais joué un rogue de ta vie? Arrête de dire n'importe quoi. Non mais il a raison. Mon rogue est 34. Ah quand même, d'accord. Ça sent le reroll revanchard. Ça. Ouais, un petit peu. L'autre chose, c'est le nouveau système de recherche de groupe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'essayer les uns et les autres? Moi personnellement non. Personnellement je tourne avec une team habituelle, etc. Et donc j'ai pas trop eu l'occasion de m'en servir. Je sais pas si... Moi je l'ai essayé pour des quêtes. Impossible de trouver des gens pour les quêtes, qui étaient sur les mêmes quêtes que moi. Pour les instances, j'ai essayé juste une fois, j'ai été groupé en 2 secondes. À quel niveau pour les quêtes? Les quêtes, c'était pour les orques dans les carmines, les quêtes élites, c'est en gros entre 22 et 25. D'accord. Et puis ça va vraiment prendre toute sa valeur avec l'extension aussi, puisqu'on va avoir énormément de monde qui vont devoir refaire leur quête, etc. Mais moi, il y a une question que je me pose, Patrick, et toi, tu pourras peut-être y répondre, parce que je crois que tu l'as l'as déjà essayé. Questions, Dany. En gros, disons que j'ai un groupe, on a déjà 4 personnes et tout, on cherche désespérément un tank pour faire Strat-UD. Est-ce que par le biais de cette interface, on peut chercher spécifiquement un tank? Ouais, alors il y a deux choses. D'une part, on peut mettre dans le message genre un tank SPDF ou avec tel ou tel type de matériel. Tout à fait. Alors d'une part, tu peux laisser un commentaire dans ta recherche. Donc tu peux dire ce que tu cherches dans le champ de commentaires, et d'autre part, t'es pas obligé de grouper automatiquement. Tu peux indiquer que tu es dans ce groupe pour telle instance, et tu regardes dans la liste des gens qui se sont inscrits dans la recherche de groupe, et tu vas choisir celui que tu veux. De la même manière, quand toi tu recherches un groupe, tu peux regarder dans la liste, et la liste va t'indiquer les noms des membres et leur niveau et leur classe. Donc tu peux vraiment en faire une sélection. Alors c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas énormément de choix parce que les gens ils sont tous en train de faire du PVP. Donc il y a un petit peu moins de gens qui se servent du système. Moi je crois que comme le disait Dagorn dans l'extension dans l'Outre-Terre, ça va devenir simplement tu t'inscris et tu te mets en fait dans une liste d'attente comme quand tu te mets dans une liste d'attente pour les BG, c'est-à-dire que tu t'inscris pendant que tu es en train de faire autre chose, et là tu peux le faire à n'importe quel endroit du monde, et à partir du moment où il y a un groupe qui arrive, tu rentres dedans et ça se fait automatiquement. On a ensuite les problèmes d'add-on. Évidemment, tous les add-ons ont été désactivés avec le nouveau patch, puisque tout le système avait été modifié. Aujourd'hui, la plupart sont revenus. Il reste celui qui nous avait déjà occupé la dernière fois que tu étais venu, Qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais, tout à fait. Donc, il nous avait prédit la fin de Decursive. On voulait même pas y croire. Vous avez juste dit que le jour où les développeurs avaient dit que c'était problématique. Voilà. Et alors, écoute, on a deux opinions là-dessus.
Danny qui pleure comme un noob, et moi qui dis finalement. En fait, il y a deux écoles. Il y en a qui disent oui, mais bon, c'était un add-on d'assister. C'était bon, voilà, c'était vraiment un add-on d'assister. Et moi, de mon côté, en fait, en tant que mago, j'ai pu constater que décurser à la main, c'est super chiant. Par exemple, il y a certains boss qui sont, notamment dans Molten Core ou Black Wings Lair, par exemple Chromagus, tu passes ton temps à décurser, et quand tu dois le faire à la main, c'est pas super intéressant comme combat techniquement. Après, c'est une question c'est une question de site design. Peut-être que certains gros boss dans l'extension seront moins le côté des ça oui, ça je suis sûr, j'en suis persuadé. Il y a eu un petit event qui était le voile d'hiver, donc comme l'année dernière, donc qui est l'équivalent de Noël, qui est arrivé avec le patch, enfin le 15 décembre je crois. Vous y avez participé, vous avez fait les quêtes? Alors j'ai fait les quêtes, oui. Moi je suis un maniaque du farming de réputation, donc j'en ai profité pour gagner quelques points de réputation. J'ai cru que t'allais dire que t'étais un maniaque du fun et du fait de faire des quêtes pour le plaisir de les faire, mais bon j'ai rêvé. Je les avais déjà faites l'année dernière, donc tu t'adresses pas à la bonne personne en fait. Non, par contre je voudrais savoir si vous sauriez me dire, bon, il y a une quête où il faut aller sauver Medzen, le renne. Le gentil petit renne. Voilà, qui a été enlevé par soit des pirates, soit des nains noirs dans les gorges brûlantes. Est-ce que vous sauriez me dire quelle est la référence d'où est tiré Medzen? Je pense qu'il faut pas aller chercher bien loin. Je pense que ça vient de notre ami Chris Metzen. J'espérais les piéger, mon Dieu. Ils sont trop forts. Hein. Ouais. Non, voilà. Maintenant, l'histoire, quelle est la référence exacte et pourquoi Pourquoi lui, on ne sait pas, mais on le demandera. Oui. Peut-être parce qu'il a un renne comme animal familier. C'est possible. Donc bon, pour ceux qui savent pas, Chris Metzen est la personne qui écrit toute l'histoire du jeu, l'histoire de Warcraft et de la série Warcraft d'ailleurs. Donc c'est lui qui est responsable de tout ça. Et maintenant, pour savoir pourquoi c'est un renne dans cette dernière quête, on peut tout imaginer. Un problème qui est arrivé, qui est récent, qui est pas vraiment dû au nouveau patch, mais qui est de plus en plus présent, c'est la question du spam. Depuis peut-être un mois, il se passe pas une seule session sans que je reçoive un ou deux mails me proposant d'aller acheter de l'or sur tel ou tel site, et que je reçoive deux ou trois deux ou trois encore, ça c'est quand tu joues une demi-heure. Hein. Ouais. Bon, je vais tenter d'essayer de décourter le sujet comme pour le précédent où j'ai raté, mais bon. Non, mais tout simplement, on le sait, on est au courant, on essaye de trouver des solutions techniques pour résoudre ça dans les plus brefs délais. Mais qui veut dire technique dit développement, qui dit développement dit il y a Burning Crusade avant. Et voilà, c'est une question de priorité. Et même si la lutte contre tous ces méfaits, je dirais, est prioritaire pour nous, malheureusement au niveau du développement, là, on n'a pas le choix. Il faut Burning Crusade est prioritaire. Mais on est en train de réfléchir à tout ça. Et de toute façon, on est évidemment conscient, parce que on est tous joueurs et qu'il y a quand même beaucoup de joueurs et que donc on vit tous et on voit très bien ce que ça donne. Et puis deux, on a les retours des joueurs qui sont là, donc on est au courant, il n'y a pas de souci. Dernière chose sur ce patch, ça c'est un truc dont Danny m'a parlé. Je te laisse la parole. Et oui, donc maintenant il y a, vous l'aurez remarqué sans doute, une faction pour les Draenei. Pour l'instant, évidemment, elle ne sert pas à grand chose, mais vous avez accès à des quêtes pour nos amis d'Exodar dans certains lieux. Donc il y en a. Donc quand il parle des Draenei, c'est la même chose pour les elfes de sang du côté de la Horde. Hein. T'es pas sectaire. Évidemment. Je suis pas allé vérifier, donc j'ai malheureusement pas fait ces quêtes-là du côté de la Horde. Je le ferai sans doute un jour pour voir. Mais côté Alliance, il y a, disons, dans 4 ou 5 endroits, des quêtes pour les Draenei et pour monter la réputation Exodar. Et il y a ceux qui connaissent le Marais des Chagrins, il me semble en français, le Swamp of Sorrows. Il y avait en fait une sorte de mini village avec des Draenei, des roués et des exilés. Voilà, exactement. Et maintenant c'est un village de Draenei dans lesquels il y a, il me semble, 4 ou 5 quêtes différentes avec des vrais Draenei plutôt que des Nameless Ones. Des Lost Ones plutôt.
c'est à peu près tout pour le patch 2.0.1. On va passer au patch qui nous attend donc dans quelques jours, le 2.0.3. Qu'est-ce qui va arriver avec ce patch ? Bon, c'est vraiment le patch de Burning Crusade, donc on aura Burning Crusade sur nos disques durs. Il sera juste pas activé tant qu'on n'aura pas acheté l'extension et rentré le code. On aura un respec complet gratuit pour les druides et les voleurs, puisqu'on a des gros changements dans leurs arbres. En fait, on avait déjà parlé de ces changements dans les épisodes précédents, donc on va peut-être pas trop revenir dessus, si ce n'est pour dire qu'il y a le pas d'ombre qui va enfin arriver, cette sorte de téléportation des voleurs qui les amène derrière leur cible. Et quoi d'autre ? On a un autre truc à dire sur ce refonte des druides respect, aussi, il y a aussi un respect sur les druides. Ouais, tout à fait. Et oui, alors les druides effectivement, moi j'ai surtout vu l'arbre féral qui m'intéresse beaucoup. On a besoin de moins de points pour descendre dans l'arbre féral. Il y a des points qui ont été libérés, donc ça c'est pas mal. On a une grosse question avec le Burning Crusade, c'est la question du crash, des énormes crash serveurs qu'il va y avoir quand tout le monde va réessayer de se connecter. A priori, l'arrivée des patchs 2.01 et 2.03, donc les tout derniers, vont limiter un petit peu la casse parce qu'il y aura moins de choses à faire. Ça risque quand même d'être un petit peu difficile, mais en tout cas, au niveau logiciel, Burning Crusade est déjà sur tous les disques durs et sur les serveurs. Donc cette préparation a été faite à l'avance. Les gros changements ont été faits à l'avance. Donc ça devrait limiter un petit peu la casse. On va dire il y a des problématiques hors jeu, les problématiques en jeu, les problématiques hors jeu de téléchargement, etc. Ça c'est une chose. Effectivement, le patch est déjà en train d'être téléchargé en tâche de fond, etc. Ça, je ne fais pas trop de soucis là-dessus. En jeu, il y a toujours une problématique en jeu massivement multijoueur et surtout avec World of Warcraft, vu le nombre de joueurs qu'on a, c'est effectivement le nombre de personnes présentes à l'instant T, au même moment, au même lieu, endroit, ouais. Et on ne peut pas forcer les joueurs à ne pas se connecter ou à ne pas vouloir être là. Donc c'est nous de notre côté, la seule chose qu'on pouvait faire, c'est faire en sorte que notre infrastructure réseau soit la plus optimisée possible pour essayer d'avoir les meilleurs résultats et les meilleures performances. Maintenant, c'est sûr que on peut pas supporter je sais pas 100% des joueurs au même endroit d'un univers tous connectés, etc. Donc à voir ce que ça va donner. Donc vos prédictions, crash pas crash sur les serveurs? Moi je suis assez confiant parce que toutes les infrastructures réseau qu'on a mis en place entre temps, au niveau matériel, on peut difficilement faire mieux. Et puis on parle de tout ce qui est technique, mais on a aussi tout ce qui est design, etc. C'est-à-dire que en arrivant dans l'Outre-Terre, vous avez bien sûr toutes les quêtes à faire en extérieur, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont choisir, entre guillemets, de s'enterrer dans la première instance, qui est accessible dès le niveau 60. Elle est proche de l'entrée de l'Outre-Terre. Elle est très proche. Ouais. Très proche. Donc on peut arriver en Outre-Terre et foncer dans l'instance et être tranquille. Exactement. D'accord. Parce qu'à mon avis, des deux côtés du portail, ça va être la guerre entre Alliance et Horde comme jamais. Ouais, forcément, c'est très possible. Ouais. Ça va être une boucherie. Ouais. Donc le conseil, c'est si vous voulez éviter la boucherie, précipitez-vous soit dans vous foncez en instance, soit vous restez faire un peu d'XP à Winter Spring ou dans les plages. Vous serez tranquille. Vous serez tranquille, ce sera désert. Il y aura vous allez sur un serveur PVE. Voilà, là c'est plus tranquille aussi. Préférez le chemin le moins fréquenté. Donc on passe maintenant à Burning Crusade vraiment. La première chose dont je voudrais parler, c'est la cinématique qui a été révélée il y a de ça 2 ou 3 semaines. La cinématique qui présente principalement Illidan. Alors bon, je vais vous poser la question rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh bah là c'est les joueurs qui vont parler, les fans de Blizzard on va dire, mais je pense qu'au niveau de la qualité, enfin cette vidéo elle est complètement hallucinante. Comme toutes les précédentes, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est un petit peu le petit bijou qu'on attend à chaque fois quand il y a comme ça une vidéo qui sort. On sait que ça met beaucoup de temps à faire de notre côté parce qu'on n'est pas des faiseurs de cinématiques comme ça. Enfin, on a notre petit studio qui fait ça de main de maître, je dirais, mais voilà. Et donc elle a mis beaucoup de temps à. Je l'avais vu en fait moi il y a très longtemps, mais entrecoupé de scènes avec les filigrammes partout, etc. Donc ça ressemble à rien, et de voir la finalité et le peaufinage qui a été donné quand on voit cette première image avec le Draenei, ça rappelle la première image avec le nain sur la précédente animation. Mais c'est vrai qu'il y a un soin, il y a encore une performance qui a été faite à ce niveau-là, et puis ça fait rêver. En plus on croise, il y a un petit peu d'humour dedans entre le Warlock qui tape les Murlocs et puis le Daniel a beaucoup pleuré quand le Warlock a un événement incinéré les Murlocs. d'une cruauté insoutenable. D'ailleurs, Daniel, tu as fini par craquer. Tu as dit que tu ne voulais absolument pas la voir pendant longtemps, et les gars de nos forums ont fini par te convaincre. Tu as été horriblement fini faible. par craquer, oui. Ouais, tu te sens honteux quand même d'avoir craqué, d'avoir dédié tout ce que tu avais assuré? Bah écoute, oui, un peu. Hein. J'ai un peu honte, mais bon, d'un autre côté, elle est franchement bien, donc je regrette pas. Une petite note pour les gens qui l'ont vu aussi et qui se demandent qui est ce type avec ses cornes bizarres là. C'est Illidan Stormrage, Illidan Hurle-Orage en français. Et c'est donc, on en a déjà parlé au moment où on parlait d'Azshara dans l'histoire de Warcraft. Juste pour vous dire que ça sera, c'est a priori le boss le plus puissant de l'Outre-Terre. Ça sera le maître du Temple Noir, qui est un raid à 25, qui sera l'un des plus durs, qui est même pas encore disponible dans la bêta si je ne m'abuse, et qui est un petit peu le chef de l'Outre-Terre en quelque sorte. Il est à moitié délirant, à moitié fou, à moitié démon, à moitié elfe de la nuit, à moitié plein de choses. Ça fait beaucoup de moitiés. Les démons. Et à l'origine c'était un elfe de la nuit, ouais. Et il a été corrompu lui aussi comme beaucoup par la croisade ardente. Heureusement que c'était pas un gnome, hein. Ça aurait été moins impressionnant sur la présentation. Voilà. On s'en fout, t'es tout petit, tu ressembles à rien, vraiment. Voilà, donc ça c'est Illidan, le chef, le dernier boss sans doute. You are not prepared. Et à propos donc du début de Burning Crusade, Drisk, qui est l'un des community managers des forums américains, a annoncé, il a révélé une sorte de secret de polichinelle qui était qu'il y aurait un event pour l'ouverture des portes, du portail. Et il a précisé que il y aurait un event mondial, c'est-à-dire qu'il serait a priori réparti sur l'ensemble des continents d'Azeroth. C'est-à-dire que là, il précisait qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été apprises par Tirage notamment. Puissent vos jours être longs et vos difficultés passagères. On va parler un petit peu de l'Outre-Terre et de ce que vous pouvez y attendre. Bon, je pense que beaucoup de gens sont déjà renseignés, mais on va résumer un petit peu ça pour les gens qui ne connaissent pas sur le bout des doigts. On a combien de zones différentes en Outre-Terre? C'est pour qui ça L'un des deux. Aguilar, je suis sûr que ce sera content. Bon, Dagor n'a pas beaucoup parlé. Vas-y, Dagor. Je dirais 7 zones. C'est écrit sur le papier, il a fait clear, c'est absolument infernal. Mais alors attends, moi j'ai une autre question quand même qui est cette zone, c'est quand même très très peu pour tous les niveaux. Qu'est-ce qui fait que ces 7 zones seront suffisantes par rapport aux multitudes de zones qu'on a aujourd'hui? Ça s'appelle un seul terme, ça s'appelle le contenu. Le plus important, c'est pas d'avoir 13 zones ou 23 zones ou de pouvoir annoncer des chiffres comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Le plus important, c'est d'avoir du contenu au sein de ces zones. Ouais. Surtout que là, dans ces zones, on parle de contenu, on va dire, en 3 dimensions, puisque avec les montures volantes, on pourra accéder à des espèces d'îles flottantes, etc., où on peut avoir des. Il y aura des choses différentes et donc les zones sont beaucoup plus grandes que. Les zones sont particulièrement grandes puisque déjà la péninsule des Flammes Infernales, je crois que la taille équivaut à celle des Maltaires, donc c'est quand même des deux Maltaires de l'est et de l'ouest réunis quoi. Et les Maltaires de l'est sont déjà la plus grande zone, je crois, du jeu en ce moment, donc.
D'accord. Et puis faut aussi prendre pour le coup la dimension, la nouvelle dimension, la la hauteur. 3D, mais pouvoir en bénéficier vraiment. Et ça, c'est pour le coup, ça nous a permis de rajouter du contenu aussi. Ouais. C'est marrant, c'est ce que je me disais en baladant en Outre-Terre quand j'ai essayé le jeu il y a quelques mois de ça. J'en avais déjà parlé et je me disais c'est super sympa de se balader comme ça dans le monde en tigre épique, etc. Mais j'imaginais le même parcours sur une monture volante, c'est vraiment exaltant, quoi. Le fait de pouvoir voler au-dessus des arbres et se balader d'un endroit à l'autre, ça va vraiment être... Bah écoute, on te le confirme. vraiment être C'est sympathique. exaltant et c'est prenant et c'est très sympa. Alors, vous avez une zone préférée, vous, qui avez passé un petit peu de temps quand même, par la force des choses, dans le... Bah moi j'aime bien l'entrée directe dans la Ouais. péninsule. Là, c'est pas une zone, c'est carrément la... voilà. Juste se retourner Ouais. et puis j'y suis en fait. Ouais. Ça D'accord. commence quoi. Ok, toi, Moi, j'aime t'as assez une le Shindown, préférence? moi. J'aime beaucoup le Shindown. J'aime assez aussi les créatures qui y sont. Ouais. Et puis j'aime bien cet Qui est l'une univers des un petit peu instances, dévasté. ouais. C'est une sorte... Okindun, oui. c'est un... Je sais pas comment ça se prononce exactement officiellement, mais moi je dis Okindun, hein, donc... Dagor me dit ok, ça va passer. Ouais, c'est une sorte de cratère, c'est complètement désolé. Bah c'est assez particulier parce qu'en fait on a la forêt de Terrocar qui est autour et on sent bien que dans ce donjon il s'est passé quelque chose. Donc on a et tout là un commence côté le toute mystère. l'histoire à propos des Draenei, en fait une espèce de tombeau, T'as un mausolée. Ouais. d'un mausolée. Et donc au fur et à mesure de votre exploration, des quêtes que vous allez faire, vous allez aussi vous rendre compte de toute l'histoire et vous en saurez forcément un peu plus puisque c'est ce qui a été vraiment développé dans l'extension pour les donjons, c'est que au fur et à mesure que vous allez pénétrer dans ces donjons, c'est valable pour tous les donjons de l'extension, vous allez en apprendre sans vous en rendre compte énormément sur l'histoire de Warcraft, etc. et la continuité. On a un autre élément qui est extrêmement important avec les zones de l'Outre-Terre, c'est le PVP. C'est-à-dire que Daniel, pourquoi c'est important tu dors depuis tout à l'heure, je vais te réveiller un peu, tiens. Pourquoi c'est important le PVP dans l'Outre-Terre? Et ben en fait ça va être du World PVP, donc en gros ça va être ce qui avait été disons implémenté à titre partiellement disons dans Asilitus et dans les plagues Est, mais de manière plus intensive et Maltaire. plus immersive. Les Maltaires, c'est où ça? Ouais, c'est-à-dire que dans chaque zone, il y aura des objectifs de PVP différents. Et du PVP ce qu'on appelle le sauvage. World PVP, du PVP. C'est pas exactement du PVP sauvage parce que le PVP sauvage c'est deux personnes qui se rencontrent et qui se tapent dessus. Là c'est du PVP organisé, quoi. Il y a vraiment une structure autour de laquelle se taper dessus. Donc on a une raison pour taper sur quelqu'un. C'est pas juste qu'il nous plaît pas. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Oui. C'est pas, je trouve pas que ce soit du PVP sauvage. C'est davantage une fonctionnalité T'as compris, supplémentaire. Daniel. Aguilar est d'accord avec moi. Donc Quand on fait des quêtes ou des choses comme ça, c'est toujours un objectif supplémentaire. Ça peut toujours être sympa. Mais par exemple, si on aide quelqu'un entre deux choses, on peut aller prendre une tour et puis faire gagner des bonus ou toutes les différentes fonctionnalités qu'il y aura. Et puis après, il y a des éléments un petit peu plus fun avec les posages de bombes à partir de wyvern ou des choses Alors comme ça. justement, c'est attends, exceptionnel. je voulais en parler justement. C'était un des exemples de PVP que je voulais donner pour donner un petit peu envie aux gens. C'est que dans la zone de Nagrand, il y a une ville qui s'appelle Hala. Et la ville de Hala est une ville qui est même pas neutre, qui est une ville capturable. C'est-à-dire que il y a au milieu de cette ville une tour, et si les joueurs d'une certaine faction, donc de la Horde ou de l'Alliance, viennent sur la tour, au bout d'un certain temps, elle va être capturée. Et quand la ville est capturée, elle appartient à la Horde ou à l'Alliance, tous les NPC de cette ville deviennent amicaux envers cette faction. Donc la ville devient effectivement une ville Alliance ou une ville Horde. Et ensuite, il faut que la faction adverse, que les ennemis attaquent cette ville pour la recapturer. Et c'est pas facile du tout, mais il y a une énorme motivation parce que dans cette ville, il y a des donneurs de quêtes, des vendeurs. C'est une ville complètement normale avec des choses que vous pourrez pas avoir ailleurs. Donc il y a vraiment une motivation pour capturer la ville.
Et l'une des manières de capturer la ville, c'est un truc qui est complètement nouveau et qui est Mais assez qu'est-ce marrant. donc Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? J'en ai Denis aucune idée. Bon, Aguilar en a parlé il y a 2 J'ai secondes. lâché le donc, morceau. il m'a gâché Aïe, aïe. mes effets. En fait, c'est des sortes de bombardiers, c'est-à-dire qu'on se balade avec des wyverns ou des griffons et on lâche des bombes sur les gens qui sont dans la ville. Donc ça fait des dégâts de zone sur les gens qui y Mais sont. c'est pour- sublime. Et là, je vois sur le petit papier, hein, c'est ah la griffobombe. C'est ah là, Chut, non, c'était c'est- rien de- Il faut pas gâcher les effets de Patrick là. On avait fait voilà, un J'essaye superbe de effet résumer généralement. Donc, un en fait, superbe enchaînement et voilà, tout cassé. Là. non mais on va expliquer maintenant que Dagorn nous a tout gâché. Tout ce que vous venez d'entendre depuis à peu près 3-4 minutes, en fait, sur mon papier, c'était à la griffon bombe. C'était la manière dont j'ai résumé ça. C'est fort quand même. Hein. Voilà, donc le PVP, là encore, quelque chose de plutôt intéressant qui nous attend en Outre-Terre. Il y a évidemment une autre grosse partie du nouveau contenu, c'est les instances. Les instances en Outre-Terre, et il y en a pas mal mine de rien. Hein. On a fait le compte, il y en a une quinzaine, dont 6 qui sont exclusivement niveau 70, sachant que les autres instances sont également disponibles au niveau 70 en mode héroïque. Quelqu'un peut rappeler ce qu'est le mode héroïque? L'un des trois, allez, le premier. D'accord, bah ça, hop, Vas-y. je prends la chose. C'est tout simplement un mode de difficulté supplémentaire au niveau du donjon, c'est-à-dire qu'on refait exactement le même donjon, donc il a la même architecture. Par contre, tout ce qui est présent à l'intérieur est bien plus haut niveau, non seulement plus haut niveau, mais aussi potentiellement avec des sorts supplémentaires et des techniques qui peuvent être modifiées. Et évidemment, la tête de loot est associée, donc À la tous les difficulté. gains qu'on peut avoir est associé à la difficulté. C'est-à-dire que tous les donjons de l'Outre-Terre sont refaisables au niveau 70. Exactement, avec une difficulté exactement. 70. Et on peut les refaire qu'au niveau 70 ou quand on a débloqué l'accès. Il faut débloquer, pour certains, il faut débloquer l'accès. effectivement. Voilà, donc pour certains, faudra Ouais, les- donc si on faudra se les deux. débrouille assez bien, on peut même le faire au 62 ou 63. Non, il faut Je- être 70. Ouais, je pense qu'il faut être 70. Ouais. 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 Et l'accès d'ailleurs se débloque généralement pour les donjons héroïques avec des réputations. Avec des faut réputations. passer, Faudra révéré, farmer, c'est ça faudra passer révéré dans certaines réputations. Mais dans les instances elles-mêmes, en mode de base, on gagne de la réputation en Attention, tuant les voilà, les monstres. réputations ça a complètement été modifié et c'est vraiment quelque chose qui avait été annoncé il y a assez longtemps. Justement, le fait que les réputations, on voulait plus du tout que ce soit du farming à outrance et Mhm. donc il y a beaucoup de fonctionnalités dans le jeu pour gagner déjà de la réputation naturellement et sans qu'on s'en rende D'accord. compte. Et d'ailleurs, c'est moi où les réputations ont été facilitées dans le Elles jeu ont normal, été hein. beaucoup facilitées d'ailleurs pour les gens qui veulent un beau tigre elfe ou une monture d'une autre faction, ou pas vraiment d'autre faction mais d'un autre un autre type D'une de autre race, monture, hein. d'une autre race. Maintenant, moi, c'est ce que j'ai fait récemment. J'ai vu que ça marche très bien. Plutôt que de rendre des milliers de tissus runiques, aller tout simplement faire les quêtes dans les zones de départ, par exemple chez les elfes ou les zones de newbie. Et en gros, en 2 heures, j'ai gagné facilement 10 000 points de réputation parce que chaque quête qui va vous prendre en gros moins de 5 minutes va vous donner dans les 300 points de réputation Alors sans qu'avant, aucun problème. Avant, ça vous donnait Zéro. 25 Non, ou, c'était gris, c'était 0. C'était gris, c'était 0. D'accord. Ah oui, si on refait Ouais. les quêtes après le. Ouais. Exactement. Donc allez faire les quêtes dans les zones de départ plutôt que de farmer des tissus Les reliques. euros nouveaux qui vont commencer le jeu avec Burning Crusade, pour eux, quand on va leur dire la réputation, c'était du farming à l'époque. Voilà, je ça vois sera pas de un quoi vieux tu parles. souvenir. Ouais. Tout à fait. Et donc on a parlé des instances à 5, il y a aussi les raids. On a quoi en raid, Dany? Là je me retourne vers toi parce que c'est un peu plus ton domaine. Eh bah écoute, il y a déjà Karazhan. Karazhan? Mais qu'est-ce Qu'est-ce donc donc, Karazhan? Il me semble que c'est la tour du mage médive. Voilà, tout à fait. Et ça, c'était pas marqué sur le papier. Hein. J'en ai calmé plus d'un là en disant ça. Hein. Vous voyez, je ne fais pas que des raids et farmer mes réputations comme un fou. Je connais un peu l'histoire de WoW. D'accord. Et ça c'est un truc Donc c'est une 10, instance à 10 et qui apparemment sera très difficile et technique. Donc Et c'est longue. pas et longue. Et longue, ouais. Donc c'est pas quelque chose qu'on fera du premier coup avec un groupe pas optimisé et des gens qui seront pas habitués à travailler ensemble.
C'est quand je disais les 15 instances, c'est 15 ailes. Hein. Il y a 15 ailes différentes. Peut-être que c'est bon de le préciser. 15 ailes différentes. Certaines sont réunies au même endroit, donc dans un même donjon, un petit peu comme H-Trip par exemple. Donc il y a 15 ailes différentes et certaines des ailes sont étalées sur différents niveaux. Hein. Il peut y avoir un début niveau 60-62. L'aile suivante sera niveau 67-68. Et là, Karazhan, c'est une instance énorme. À 10 et qui est a priori la plus dure du jeu, hein, si j'ai bien compris. Une des plus dures, pas la plus dure forcément, mais une des plus dures. Donc il y a ça pour les raids, il y a d'autres trucs aussi. Et donc Daniel, allez. Hein. Ah bah écoute, on fait bosser là. Donc en fait il y a deux mini instances à 25 qui en gros c'est l'équivalent de ce qu'il y a maintenant avec Onyxia. C'est très peu de trash mob et un gros boss. Et il y aura ensuite 4 raids à 25 joueurs, disons des raids à proprement parler, avec une longue instance. Voilà. Bon, évidemment, tout ça peut être amené à évoluer, et du contenu sera ajouté. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, comme toujours. Les patchs, etc. C'est juste la base, et déjà pour la base, il y a déjà de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Bon bah c'est à peu près tout pour Burning Crusade, hein, pour l'extension. On a encore deux trois petites infos diverses et principalement le dernier bannissement des comptes qu'a fait Blizzard pour question de gold farming et des choses comme ça. Blizzard a banni 105 000 comptes il y a un mois à peu près, ce qui est un chiffre absolument monumental. Alors moi j'ai quelques chiffres à ce propos. D'une part, 105 000 comptes, c'est plus que la plupart des MMO qui sont actuellement en cours. Donc ça, oui. c'est tout simplement hallucinant. Et ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est que ça représente quand même entre 1 et 1,5% du parc total des joueurs. Donc c'est quand même pas rien du tout, quoi. Virer 1% de vos joueurs, c'est commercialement quelque chose d'important, et c'est une décision qui est pas super facile à prendre. Un petit bémol quand même à ça, c'est que les gens qui sont des farmers dans ce lot, ils vont finir par racheter une boîte et se remettre à jouer. Donc ça leur met des bâtons dans les roues. Ça ne règle pas 100% du problème. Ça essaye de les ralentir autant que possible. Et puis bon, commercialement, ça va refaire des sous. Sans rentrer dans le débat de ça, malheureusement, nous, à notre niveau, on peut faire ça. Ouais. Ces gens ont une légitimité juridique à laquelle on ne peut malheureusement pas faire, rien faire du moins à l'heure actuelle tout seul. Donc voilà, s'il y a un jour une conscience collective qui veut bien se manifester, on pourra peut-être faire quelque chose. En attendant, notre seule réponse à ça, c'est essayer de les retirer le plus rapidement possible du jeu avec les méfaits qu'ils ont causés à côté. Moi j'ai une petite question qui intéressera peut-être nos auditeurs. C'est parmi ces 105 000 comptes, est-ce que c'est exclusivement des gold farmers ou est-ce que c'est également des gens qui ont acheté des pièces d'or par le biais de sites internet qui en vendent ? Non, là on parle principalement et uniquement de gold farmers. Mm-hmm. Donc Daniel, donc ça va, tu n'es pas en danger. Je suis pas encore en danger. Ouf. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des sanctions qui seront prises sur les comptes concernés. Et on va regarder le tien avec une grande attention désormais, Dani. Non, vous pouvez y aller. Je suis totalement clean. Je suis totalement clean. Je suis un fou de l'hôtel de vente. Et à part ça, auquel j'ai tu rien fais à me des reprocher. fortunes d'ailleurs. Bon bah c'est tout pour notre partie news qui est quand même un petit peu longue comme d'habitude, principalement parce que on avait beaucoup de choses à dire sur Burning Crusade et si c'est un éléphant de mer échoué qui est en train de mourir, je crois, dans la pièce. Ah non, c'est Aguilar qui se mouche. Et nous voilà de retour pour la partie Warcraft pour les nuls. Avec... Attends, bouge pas. Hop.
Oh là là. Attends, je le mets au milieu quand même. Ça fait ninja de guacamole. Vous êtes fait ninja le guacamole, fallait être plus prudent. Donc nous revoilà pour Warcraft pour les nuls, avec notre première partie qui est le truc que j'aurais voulu savoir. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir, Dany ? Qu'est-ce que j'aurais voulu que tu me dises quand je suis arrivé et que tu ne m'as pas dit ? Ouais, lamentablement. Il faut savoir que Patrick il joue depuis 1 an maintenant à peu près. C'est un petit nouveau quoi. Et donc il y a un des trucs, évidemment il a fait un magicien comme moi parce que je suis un modèle pour lui. Il a fait un tailleur enchanteur parce que je suis un modèle. Et il y a un des trucs qui était important à savoir, c'était que enchantement c'est une profession assez pénible à monter. Puisqu'il faut détruire du matériel magique pour récupérer des composantes. Et le tailleur permet, comme métier, permet de faire des objets verts et bleus. Et donc c'est un bon moyen, une fois qu'on les a créés, de les désenchanter plutôt que de les revendre chez le marchand, comme le ferait malheureusement la plupart des gens qui n'ont pas écouté le podcast, plutôt que de les revendre à l'hôtel de vente. Et donc vous pouvez également les désenchanter pour ensuite monter votre compétence par le biais des composantes que vous récupérez. Pratique, non ? Tout à fait. Donc c'est une des meilleures combinaisons disponibles, puisqu'il n'y a pas besoin de récupérer de matières premières, contrairement par exemple à travailler du cuir ou forgeron. Tout à fait. On va parler un petit peu aussi de PVP, puisque c'est quand même aujourd'hui et dans l'Outre-Terre un sujet extrêmement important. On va parler un petit peu de PVP, et dans cette section pour les nuls, on va essayer d'expliquer aux gens qui n'en ont jamais fait ou qui en ont très peu fait en quoi ça consiste et ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Dany, ou je me lance au début ? Vas-y, commence. Je t'interromprai quand je verrai que tu dis des bêtises. Donc, au bout de 3 secondes, quoi. En fait, le truc important à savoir, c'est que le PVP et le PVE, c'est pas du tout la même chose. Et JCE. Bon, effectivement. 4 secondes. Non, je suis méchant, mais bon, il faut bien commencer l'année. Le JCJ et le JCE, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que vous allez développer une technique de jeu en jouant en JCE. Ça va pas du tout être la même technique quand vous allez jouer en JCJ, parce que évidemment un monstre va faire toujours la même chose, il va avoir une intelligence artificielle assez limitée, un petit peu comme Dany, et il va y avoir ça balance. Quand vous battez en JCJ, vous allez avoir un humain derrière qui va faire un petit peu qui va jouer de manière très erratique, il va se balader à droite à gauche, il va cacher, il va sauter, il va passer derrière vous, etc. Donc il faut vraiment réapprendre à jouer quand vous jouez en JCJ. Vous n'allez pas utiliser les mêmes techniques et dans le même ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est extrêmement différent également en fonction de la personne contre laquelle vous allez vous battre. D'une part, ça sera plus ou moins facile en fonction de la classe contre laquelle vous allez tomber. Il y a un système de pierre, papier, ciseaux qui est développé au centre du jeu et qui fait que certaines classes sont plus ou moins fortes contre d'autres classes. Et en fonction de la classe sur laquelle vous allez tomber, il y aura différentes techniques à aborder et différentes choses à faire. Par exemple, quand on va tomber sur je dis un truc au hasard, sur un chasseur, la chose à faire au début, ça va être de se rapprocher autant que possible. Et le chasseur, évidemment, lui de son côté, il va faire quoi ? Il va essayer de reculer et de s'éloigner. Tout à fait. Alors que si vous tombez sur, je sais pas, bon, si vous êtes voilà. Si vous tombez sur un guerrier et que vous êtes une classe à distance, il va falloir s'éloigner autant que possible. Oui, mais pour le coup, pas trop. Enfin bon. Alors pourquoi pas trop ? Pour pas qu'il fasse sa charge. Sa charge. Oui, tout à fait. Donc voilà, il y a vraiment différentes techniques en fonction des différents joueurs. On va pas rentrer dans le détail de ces techniques parce que là on en aurait pour 18 heures, mais il y a de la littérature sur le net, vous avez des guides, des sites qui peuvent vous aider à trouver tout ça, mais partez vraiment du principe que les choses vont être différentes en PvE, en PvP, et différentes en fonction de l'adversaire sur lequel vous allez tomber. Et par contre, ce dont on va vous parler, c'est du premier champ de bataille sur lequel vous allez pouvoir vous défouler, c'est le goulet des champs de guerre. Et là, Dany, est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus ? Quel est le principe du goulet ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il est très très simple, c'est 10 joueurs contre 10, chacun situé à un bout de la carte, et le but du jeu c'est d'aller dans la forteresse ennemie pour récupérer le drapeau et le ramener dans sa base.
Donc évidemment le but du jeu c'est pas uniquement de récupérer le drapeau mais d'empêcher l'autre faction de récupérer le drapeau parce que le seul moyen de marquer un point sur les 3 qu'il faut marquer c'est de ramener le drapeau dans sa base en ayant le sien toujours chez soi. Donc il faut la maîtrise en fait du milieu de terrain sur ce genre de carte est vitale et aussi une bonne coordination dans les équipes. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que souvent la Horde gagne très très aisément le goulet comparé à l'Alliance. Aguilar n'a pas l'air d'accord avec moi. Non, Mais je suis Entre pas tout à vous, fait Dany, d'accord. parce que moi, ça me Non, je suis pas d'accord. Il y a pas vraiment de grosses tendances qui se dégagent de ce goulet-là. Il y a des très très bonnes équipes côté Alliance et des très très bonnes équipes. Là, tu parles d'équipe, côté Horde. moi je Oui. parle disons de manière en pick-up. pick-up, voilà. Alors non, je serais encore moins d'accord. Parce Ah bon, que alors là, moi, bah si, parce qu'avec la survivabilité oh là 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 là. Le fait de pouvoir vivre longtemps, non, la survivabilité des paladins, c'est une chose qui est fondamentale et qui aide et énormément. le chaman qui se justement. transforme en loup et qui traverse la carte à toute blinde avec Après, le drapeau, il y a c'est pas mal. Mais différentes bon, stratégies aussi. il y a différentes stratégies. Moi, de ce que j'ai vu, de mon expérience, qui est totalement personnelle, je suis pas trop fan du goulet en pick-up. En équipe, c'est super sympa. Ça, c'est le cas dans tous Très les champs de honnêtement, bataille. ouais, hein. il y a aucun champ de bataille je trouvais agréable en pur pick-up. Il faut vraiment, en pick-up, ça veut pas dire forcément avec des gens qui ne savent pas jouer. C'est sûr. C'est pas tant le pick-up, c'est plus. Voilà. C'est vrai, ça Avec dépend, des gens ça qui dépend connaissent sur un qui petit on peu tombe. ça et qui sont Ouais. capables de vous guider un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu plus agréable dans le sens où après on doit quand même faire pas mal de champs de bataille et que le côté efficace du champ de bataille est important. Et c'est la coordination qui compte Voilà. et l'osmose qui rentre au jour. Effectivement, il y a des pick-up qui sont très très efficaces, alors que des fois, t'as des équipes. Voilà, fonctionne pas c'est du un tout. jeu d'équipe, voilà, de toute façon. Donc même si vous êtes en pick-up et que vous n'êtes pas à la base une équipe lorsque vous rentrez dans ces champs de bataille, c'est important de jouer en équipe. Alors, est-ce qu'il y a, moi je reviens sur le côté stratégique, est-ce qu'il y a une stratégie qui est forcément gagnante? Genre, on laisse 3 personnes en défense et 7 Ça personnes dépend. en attaque. Moi, ce que j'ai remarqué, C'est moi, Aguilar, tu peux cracher sur les bouts de Désolé, je mange un guacamole. peu de guacamole. en attendant qu'Aguilar termine, moi, la technique que j'ai vu le mieux marcher, c'est vraiment, c'est d'envoyer les 10 joueurs en attaque, massacrer, donc récupérer le drapeau et que les 10 joueurs reviennent en escortant le porteur. Ouais. Et en massacrant sur le terrain, évidemment, tous les autres qui sont un peu éparpillés. Ça c'est typiquement le genre de technique qu'on a lorsqu'on a affaire à une équipe. Donc c'est généralement des joueurs qui sont tous sous TS, enfin sous TeamSpeak, Ça aide. donc sous un logiciel audio, donc ils s'entendent tous, donc la coordination est vraiment aux petits oignons, et pour le coup c'est dans ces cas-là la meilleure solution. Maintenant en pick-up, lorsque les gens sont pas comme ça coordonnés, etc., la défense peut être une bonne solution aussi. Maintenant ça dépend évidemment de qui vous avez en face. Si les gens font ces gros bus de joueurs, il vaut mieux tenter de faire la même chose, et c'est parce qu'on n'arrêtera pas un bus à 3 joueurs en défense. Bien Donc sûr, c'est ouais. 3 joueurs de perdus Puis c'est qui ne serviront plus à rien pendant quelques secondes et qui peuvent être précieuses. C'est la façon aussi où comment l'équipe va s'adapter à la stratégie adverse et vice versa quoi. Ok, bah écoute, je pense que c'est une petite introduction sympathique. Tu avais une autre note à préciser à propos des Battlegrounds? Ah oui, un truc très important à savoir pour donc les joueurs les plus occasionnels, c'est que il me semble que ça arrive tous les week-ends, il y a un battleground différent qui est mis en avant, donc vous le remarquerez par des comment dire, des représentants de la faction qui vont se balader dans les capitales et qui vont dire voilà, ce week-end-là c'est un week-end goulet. À ce moment-là, vous gagnerez beaucoup plus de points d'honneur si vous allez dans le battleground en question. D'accord. Donc privilégié si on veut Et faire les files d'attente seront beaucoup plus courtes. Et vous pouvez consulter donc quand ces week-ends seront effectifs via le calendrier sur notre site internet. Voilà. Donc il y a tous les. D'ailleurs, ce calendrier qui montre pas seulement ça, hein, qui Il montre montre non, aussi pas les uniquement. dates de Les raids, reset etc., des raids, ouais. etc. Il est très utile. Ok. Et ben écoute, ça va être tout pour les battlegrounds et le PVP pour les nuls. Et là, on se lance dans la partie histoire. Et si vous n'entendez pas les
trolls faire du bruit derrière, c'est normal. C'est parce que j'enregistre cette partie après leur départ, pour des raisons de temps et d'autres raisons diverses. Et puis aussi pour être un petit peu au calme parce que ils sont absolument infernaux. Donc voilà la partie histoire sur les Draenei. L'histoire des Draenei qui commence il y a près de 25 000 ans sur le monde d'Argus, où sont nés les Eredar. Et là je m'arrête tout de suite pour dire le monde d'Argus. Sincèrement, Argus, c'est le nom d'une planète, ça? Bon, bref. Sur le monde d'Argus, les Eredar. Et c'est un peuple extrêmement intelligent qui, comme toujours, a une affinité particulière pour la magie. Et quand on parle de magie, vous allez évidemment savoir ce qui va se passer. C'est que Sargeras, le destructeur de monde, a l'attention attirée par ces Eredar qui pratiquent la magie. Et il va voir un petit peu ce qui se passe sur Argus. Et il va voir 3 des chefs les plus puissants des Eredar pour essayer de les corrompre. Encore une fois, si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que j'avais dit que Sargeras va essayer de corrompre quelqu'un, j'aurais à peu près 3 euros maintenant. Donc il va voir Kil'jaeden, dont on a déjà parlé, Archimonde, que vous connaissez, et qui a participé à la bataille du mont Ijal, entre autres, et Velen. Donc Kil'jaeden, Archimonde et Velen, Sargeras leur propose une puissance, un savoir et un pouvoir infini en échange de leur loyauté. Kil'jaeden et Archimonde, qui sont pas très malins, se précipitent vers Sargeras et lui offrent leur servitude, mais Velen a une vision qui lui montre ce que serait leur avenir sous la coupe de Sargeras, et il voit que son peuple et lui-même seraient transformés en démons. Et il est tout à fait horrifié de ce qui se passe, parce que c'est pas super sympa d'être un démon, forcément. Et donc il refuse l'offre de Sargeras et essaye de fuir avec certains des membres de la race des Eredar. Il fuit la Légion Ardente et les nouveaux démons de Sargeras que sont devenus Kil'jaeden et Archimonde. Sargeras évidemment est extrêmement puissant, mais il essaye de le combattre, mais il n'y arrive pas, jusqu'à ce qu'apparaissent à lui des êtres d'une puissance également à peu près infinie, que sont les Naru. Les Naru, vous les avez certainement vus si vous avez suivi l'actualité de l'extension. Ce sont ces êtres de lumière et d'énergie intelligents, qui sont à l'origine du pouvoir des paladins, cette sorte de religion qui est la lumière dans le monde de World of Warcraft. Eh bien, ils en sont à l'origine, et c'est également l'un de ces Naru qui a été capturé par les elfes de sang, et qu'ils exploitent son pouvoir pour avoir des paladins dans leur camp également. Donc je sais que toute cette histoire est semble un petit peu tirée par les cheveux, l'histoire des Naru qui sont des êtres de lumière qui sont capturés par les elfes de sang, mais pour les avoir vus en jeu, franchement, ça rend pas trop mal. Moi j'ai été très agréablement surpris de l'ambiance que ça créait. C'est vraiment convaincant dans la pratique. Bref, les Naru apparaissent à Velen, et lui offre des pouvoirs, lui offre de l'aide en tout cas dans un premier temps, et lui permettent de fuir la puissance de Sargeras. Donc Velen renomme son peuple les exilés, qui se dit Draenei dans sa langue. Ils sont évidemment pourchassés par la Légion Ardente, par Kil'jaeden, et ils parcourent l'univers pendant des milliers d'années. Ils vont de monde en monde jusqu'au moment où ils arrivent sur une petite planète qui est plutôt protégée, et qu'ils s'y installent de manière un petit peu plus longue. Cette planète, ils la renomment Draenor, la planète des exilés, et vous connaissez évidemment Draenor puisque c'est la planète d'origine des orques. Et donc les Draenei sont arrivés sur la planète et ils se la sont appropriés en quelque sorte, et ils y vivent sous la protection des Naru, donc des êtres de lumière qui leur enseignent la sagesse et la puissance magique. Ils finissent évidemment par rencontrer les orques qui peuplent cette planète.
les orques qui ont évidemment cette culture chamanique, puisqu'ils sont à l'origine de la puissance chamanique qu'on connaît dans Warcraft. Il y a des échanges avec les orques qui se limitent à peu près au commerce. Ils restent assez à l'écart l'un de l'autre. On imagine quand même que c'est à ce moment que l'art de la chamanie, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, donc que les chamans passent du côté des Draenei. Et ils vivent en paix, à l'écart l'un des autres pendant longtemps. Mais évidemment, au bout d'un moment, la Légion Ardente, elle est partout, hein, c'est infernal. La Légion Ardente finit par les découvrir et Kil'jaeden arrive sur la planète de Draenor. Et à ce moment, on fait la jonction avec ce dont on parlait la semaine dernière, c'est-à-dire la corruption de certains orques, c'est-à-dire Ner'zhul et Gul'dan, et donc leur alliance avec la Légion Ardente. Et c'est à ce moment-là que les choses dégénèrent entre les Draenei et les orques, puisque les orques corrompus par la Légion Ardente deviennent fous de rage et sanguinaires et font une guerre extrêmement longue, une guerre de 8 ans contre les Draenei, et ils annihilent à peu près toute la population Draenei. Et les quelques survivants qui restent réussissent à aller dans le donjon de la tempête. Alors qu'est-ce que c'est que le donjon de la tempête ? Je reviens un tout petit peu en arrière. Le donjon de la tempête, c'est le vaisseau dimensionnel en quelque sorte des Naaru, puisque ces Naaru, ils ont des vaisseaux, ils ont de la technologie et ils se déplacent dans l'univers avec ce vaisseau qui s'est écrasé sur la planète de Draenor. En fait, les orques, je crois, enfin en tout cas la Légion a pris le contrôle du donjon de la tempête, et donc les Naaru ne peuvent plus s'en servir, mais les Draenei arrivent jusqu'au donjon et réussissent à en prendre une partie pour fuir. Et c'est à ce moment que on arrive à la partie qui est très très proche de l'extension, de la jonction entre World of Warcraft et l'extension, c'est-à-dire la fuite des Draenei et leur arrivée sur l'ancien monde. Donc ils prennent le vaisseau dont on a beaucoup parlé, c'est une partie du donjon de la tempête qui est le vaisseau des Naaru. Et les Draenei arrivent dans l'Alliance, et c'est à ce moment-là que commence l'extension et la suite des aventures incroyables des Draenei et des elfes de sang. Voilà pour l'histoire des Draenei. J'espère que ça vous aura plu, et nous aurons le mois prochain une autre étape évidemment de l'histoire de Warcraft. On va passer à notre partie pour les pros avec une première info qui est un événement comme toujours dans la communauté des raiders. C'est la nouvelle vidéo de Jack Hunt de la guilde Empire, la vidéo de Naxxramas qui est sortie il y a 2 jours à peine, hein, je crois. 350 mégas. 350 mégas downloadés. Jack Hunt avait déjà fait des vidéos sur Molten Core, Ank'Iraj, Black Wingler, etc., qui étaient très appréciées. Qu'est-ce que t'as pensé de celle de Naxxramas, Dany ? C'était pas ma préférée, disons. Techniquement, c'est toujours irréprochable, super bien fait. J'ai pas trop aimé les bouts de films du Seigneur des Anneaux qui ont été mis entre les... Ah bah tu m'as volé mon commentaire. Je t'ai volé ton commentaire. Effectivement, il m'a un petit peu moins exalté, je dirais, que les précédents. C'est peut-être Alors peut-être que c'est parce qu'aussi l'effet de nouveauté qui est passé, on a vu plein de vidéos très bien faites et que maintenant il y a beaucoup de concurrence. Ouais, tout à fait. Enfin, dans tous les cas que vous ayez déjà vu ou pas une vidéo de Jack, c'est un download. Il faut, c'est un download inévitable parce obligatoire. Que, il est vraiment très bien. Tu as une précision à faire ? Ouais, petite précision. En ce moment, il travaille avec NECA, qui est un autre movie maker, comme on les appelle. Blow Prophecy. Voilà, exactement. Enfin, la trilogie Blow, ouais. Et donc là, il est en train de préparer l'épisode prophétique, et donc le 3e opus, qui sera le dernier, parce que c'est une trilogie. Et donc là, pour le coup, il a voulu collaborer avec Jack.
pour essayer justement de faire quelque chose de vraiment peaufiné. C'est vraiment une finalité. Il y a vraiment énormément de nouveautés, des choses qui n'ont jamais été vues en movie making, même à l'international. Il a regroupé plus de 200 joueurs pour créer des batailles organisées, etc. C'est très 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 impressionnant. Ouais. Donc je pense que C'est un cette truc à collaboration, surveiller aussi. sachant que NECA est déjà un movie maker de renom et qui fait partie des 5 plus grands movie makers francophones du moins, avec Jack Hunt et d'autres, je pense que cette collaboration peut donner quelque chose d'assez fabuleux. Moi, de toute façon, tu dis effectivement, c'est un des movie makers connus à l'international. Moi, j'en ai vu beaucoup des films. Il y en a très très peu qui arrivent à la qualité de ce que fait Jack et de ce que fait NECA aussi, qui est Surtout, assez je comparable dirais au niveau, dans l'image en tout cas. Oui, voilà, exactement. Au niveau esthétique, j'allais dire au niveau esthétique, au niveau de ce qui vraiment il arrive à créer au niveau de l'image, il y a vraiment quelque chose d'unique. Oui. Voilà. Le titre, c'était assez amusant. On a eu la chance de participer donc à leur 3e opus. Ils nous ont demandé de faire un petit truc. Donc si vous voyez des fermiers en train de décliner du texte comme ils peuvent maladroitement, ne vous l'aurez pas. Voilà. Entre autres, c'est assez rigolo et c'est marqué d'ailleurs, marqué Aguilar, Dagorn, Gandrahort dans les textes, et c'était vraiment nous en fait. On a fait ça avec eux. C'était très très sympa. Et puis ça a vraiment permis de se rendre compte qu'il y a un boulot boulot énorme. incroyable. Ah bah oui, Notre c'est scène ça. dure je sais pas combien de secondes à l'écran, ça nous a pris des heures et des heures à faire. Ils sont d'une patience et d'un professionnalisme impressionnant. Donc un grand coup de chapeau à tous ces gens qui font des vidéos, parce que ça demande beaucoup de temps. Félicitations. C'est mérité. On a une petite nouvelle aussi. Je sais pas si t'as vu ça, Dany. Une nouvelle performance de la guilde Death and Taxes qui était très près de tuer. Mais qui sont-ils qui était très près de tuer Kel'Thuzad en premier, qui s'est fait voler la vedette au final. Tu as vu ça ou pas? Parce que si tu l'as vu, tu vas nous en Non, je l'ai parler. pas vu. Voler la vedette par une guilde européenne, faut quand même le dire, c'était important. Aguilar qui sort son petit drapeau. Dommage. Écoutez, oui, on défend les Français, les territoires francophones, mais surtout l'Europe qu'on représente. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué Loateb, qui est un des boss de Naxxramas, à 5. Ils étaient 5. Et ils ont réussi à tuer un boss de raid 40 de l'instance la plus dure du jeu. Leur secret, en fait, c'était qu'ils étaient 3 prêtres ombres, un guerrier, évidemment en défense pour le tanker, et un démo. Et ils ont passé à peu près 25 minutes à envoyer des boules d'ombre sur le mob, à tanker et à soigner en même temps, évidemment, le petit tank. Le truc, c'est qu'avec les prêtres spé-ombres, ils peuvent regagner de la mana assez vite grâce à leur toucher vampirique, c'est ça ? 41e talent. Ouais. Voilà. Et donc le combat a été extrêmement long, mais ils ont quand même réussi à le faire à 5. Je tiens à préciser aux gens qui voudraient l'essayer, il suffit pas d'être prêtre spé-ombre pour y arriver. C'est quand même une performance assez incroyable. C'est vraiment une guilde, on appelle de hardcore gamer au sens propre du terme. Donc c'est vraiment des gens qui ont un niveau d'optimisation proche de la perfection, tout simplement. Voilà, et on va parler donc du PVP pour les pros avec quelques conseils de Daniel. Si vous êtes prêt à vous lancer dans le PVP de manière intensive, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour les pros ? En fait, il y a 3 choses dont j'aimerais parler. Je sens d'ailleurs que sur un des points, Aguilar va pas être d'accord avec moi, mais bon, c'est intéressant d'en débattre. Donc la première chose, c'est l'optimisation des temps d'attente. Surtout en fait côté Alliance, parce que côté Horde en général, il y a rarement ce genre de problème. Est-ce que t'es d'accord, Aguilar, déjà ? Actuellement, il n'y a aucun souci des deux côtés. Je veux dire, il y a 3 tonnes de Battleground, donc... Ça ouais, dépend, moi je confirme, j'attends rarement. Alterac, bon, sur mon serveur, en moyenne, c'est 45-50 minutes. Hein. Alterac, c'est vrai. Alterac, ça peut durer une demi-heure. Et sinon, sur Arati et le Goulet, c'est en gros un quart d'heure. Oh, même pas. Moi, chez moi, c'est 3-4 minutes. Chance. Oui. Et donc, en gros, sur les serveurs qui sont bondés comme le mien, l'optimisation du temps d'attente, en gros, ça revient à partir du moment où le jeu vous propose de rentrer au Goulet ou à Arati, de lancer la file d'attente sur un Goulet ou Arati. Comme ça, le temps que ça se termine, en gros, vous repartez quasiment tout de suite après sur un autre Battleground. C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Avant de rentrer dans Arati... Donc tu restes dans la zone où t'as les Battle Masters, donc tu sais les gens qui t'inscrivent
les gens qui t'inscrivent au BG. Et en gros, quand le décompte de temps de la file s'arrête et te propose de passer dans le Battleground, tu t'inscris dans l'autre Battleground disponible. Donc par exemple, si on te propose de partir au Goulet, juste avant de partir au Goulet et avant de cliquer sur entrer dans la bataille, tu lances la file d'attente pour Arati. Mais pourquoi ne pas s'inscrire sur les 3 champs de bataille en même temps? Et ben en même temps, c'est un peu idiot parce que tu vas rentrer dans ton Goulet et au bout de 3 minutes de Goulet, il va te dire vous pouvez rentrer dans Arati. Et donc tu restes pas jusqu'au bout. Okay. Mais par contre, on reste inscrit sur Alterac tout le temps parce que Alterac c'est super long, donc il vaut mieux être inscrit de toute façon. Si vous voulez faire des Alterac. D'accord. Aidez-moi à attaquer par ici. Ok. La deuxième chose en fait, c'est vraiment il faut jouer en team pour accumuler les gains d'honneur, c'est nettement préférable. Enchaîner les Arati et les Goulets en team, ça permet d'accumuler beaucoup de points très très vite. Surtout de gagner. Et de gagner, voilà. Parce qu'on gagne mine de rien, étonnamment, quand on gagne plus d'honneur. Voilà. Et en plus, en team, mine de rien, le prêtre va vous soigner, le mago va protéger le prêtre, le chasseur va faire ce qu'il doit faire. Et à ce propos, moi j'aimerais dire une chose, c'est que les teams, effectivement, c'est important. Enfin, ça peut se faire en guilde, mais c'est pas obligatoire non plus. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire, à partir de maintenant, je vais faire des champs de bataille. Vous lancez une petite annonce sur le canal général de votre ville, et vous dites, voilà, je cherche une team, ou je suis en train de monter une team pour les champs de bataille, qui veut venir avec moi, et ne serait-ce que comme ça, avec des gens que vous aurez invités vous-même et qui vous auront répondu, vous aurez un minimum de communication. Surtout, ça permet d'avoir un lead de raid que tout le monde va écouter, et même s'il prend pas toujours les bonnes décisions, déjà ça va permettre au groupe d'aller dans la même direction et pas chacun à faire un truc de son côté, ce qui mène à rien finalement. Frappez cet ennemi. Et le dernier point, c'est un point de vue typiquement Alliance. Côté Horde, je pense que il y a une réciproque. De mon côté, et là je sens Aguilar qui n'est vraiment pas d'accord. Mais c'est faux. Si vous êtes en solo, pour une fois je vais être d'accord. Si vous êtes en solo et qu'il n'y a pas de team et que vous êtes Alliance, moi je vous dirais faites de l'Alterac. Dans disons 75% des cas, l'Alliance va gagner. Et oui, ça je vais être d'accord avec toi, voilà, justement. Exactement. Voilà. Alors c'est parfait. Et Dany et Aguilar sont d'accord. On est d'accord. Et si vous êtes côté Horde, moi je vous dirais plutôt allez enchaîner des Arati et des Goulets parce que. Et là, je suis pas il est pas d'accord. Mais globalement, ça pouvait pas durer, vous avez plus de chances de gagner. C'est pas une question de gagner, c'est que tout simplement, c'est vrai que sur Alterac Valley, on peut faire rapidement 150, on va dire, en moyenne, points d'honneur de bonus, en fait. Et effectivement, depuis les dernières modifications, l'Alliance a quelques avantages pour pouvoir gagner. Donc, c'est pas impossible de gagner. C'est pas impossible. C'est pas impossible de gagner côté Horde, mais ça demande une organisation bien plus poussée, avec notamment une désorganisation de l'Alliance. Oui, une désorganisation de l'Alliance, mais partons du principe qu'on a une bonne équipe en face. C'est possible de gagner, mais il faut avoir une grosse défense côté Horde et une très bonne équipe en attaque aussi. Donc ça demande plus de qualité et plus de compétences organisationnelles aussi. Donc c'est pas évident. Donc bref, tout ça pour dire que au niveau solo, c'est très facile de gagner très rapidement 100 à 150 points d'honneur dans Alterac, alors que c'est vrai que dans les autres champs de bataille, on ne parle pas des week-ends spécifiques qui doublent les points d'honneur, parce que ça évidemment ça influence beaucoup. En solo, dans les Goulets, on l'a dit, c'est vraiment le battleground dans lequel il y a le plus de, les équipes sont le plus réduites, donc effectivement il y a énormément de teams qui tournent, et c'est vrai qu'une team contre des gens en pick-up entre guillemets, il y a quand même très peu de chance, surtout sur le Goulet, que vous puissiez l'emporter, et on gagne très peu d'honneur si on ne gagne pas. Pareil sur Arati, on gagne très peu d'honneur si on ne gagne pas. À Alterac, si on ne gagne pas, on peut gagner malgré tout un pool d'honneur. Maintenant, il y a une autre problématique, Alterac peut durer aussi plus longtemps, etc. Donc c'est aussi un petit peu à vous de vous faire votre idée. Maintenant, Alterac reste une bonne alternative, je dirais, en moyenne, effectivement. Et globalement, les queues sur Alterac sont quand même plus longues. Et donc les queues sur Alterac faut en tenir compte aussi. Ouais. On était presque d'accord. Presque. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de notre partie rédactionnelle et on va passer rapidement à notre petit fourre-tout. Donc, le fourre-tout avec notre supplique du mois, qui est ce mois-ci une demande à tous les joueurs
qui font des instances, essayez d'être courtois et poli avec les gens avec lesquels vous jouez. Ça se résume en un mot, c'est l'altruisme tout simplement. Avant de crier sur quelqu'un et de pointer votre doigt en disant c'est de ta faute, essayez d'abord de penser à ce que vous auriez pu améliorer, et c'est de cette manière-là qu'on a des équipes qui évoluent ensemble. C'est-à-dire que effectivement, si vous passez la moitié de l'instance à engueuler la personne qui est à côté de vous, ça va pourrir tout le monde et ça va pas vous faire avancer vous non plus surtout. C'est-à-dire que après un combat, si vous n'avez pas reçu de soins, c'est sans doute pas parce que le soigneur vous déteste et il veut que vous mouriez, c'est sans doute parce qu'il avait d'autres choses à faire et qu'il était occupé à faire quelque chose d'important. Ça, je suis pas sûr. Hein. Le soigneur qui soigne pas toi en général, à mon avis, c'est parce qu'il te déteste. Et il a raison. Puis il y a façon et façon de le dire. Hein. Le dire poliment, genre est-ce que t'as posé des questions, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, ou dire voilà t'as pas fait ça, t'es nul, c'est quoi ce... Les alliances, c'est des... Pardon, j'ai rien dit. Que plaît-il ? Quelqu'un a dit un gros mot. Ouais, il faudra que tu censures ça au montage, hein, tu mettes un bip. Je sais pas, je vais te un bip, ça peut être révéler ton horreur au monde entier. On passe donc à notre dernière petite section qui est notre courrier des auditeurs. On va parler donc des gens qui nous ont envoyé du courrier. Et la première personne qui nous a envoyé quelque chose, c'était une question de Camille par email qui nous demandait si l'aggro changeait en fonction de la distance à laquelle on est. En me disant, je crois pas que ça change. Et ben il se trouve que... Daniel ? Eh bien, non. Eh bien si, tu vois, quand on n'est pas d'accord, compliqué que ça. On n'est pas C'est plus d'accord. compliqué que ça, ouais. C'est plus compliqué que ça, ouais. Faut déjà définir de quel aggro elle parle en fait. Alors, en fait, moi, ce dont on parle, c'est-à-dire que quand on est en combat, si on est un mage et qu'on est à 5 mètres de l'ennemi et qu'on fait une boule de feu, est-ce que ça va nous donner autant de haine que si on est à 30 mètres de l'ennemi? Eh bien, moi, je vous dis, Par contre, à 30 mètres de l'ennemi, ça va donner moins de haine que si on est à 5 mètres de il faut l'ennemi. aussi prendre en compte le niveau de l'adversaire Exactement. et votre niveau. Admettons qu'on soit à... tout le monde soit niveau 60. Non, mais... C'est-à-dire que si tout le monde est niveau... Attends, alors, d'accord, une seconde. Si tout le monde est niveau 60, Patrick je suis a un tort. mage niveau 60, je suis à 5 mètres du terrible orc qui est en train... de l'ogre, on va dire, qui est en train Alors, de... on va l'appeler taper. Daniel. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Ça regarde, pourrait pas être un écureuil, parce tu qu'en es- général tu te bats contre des écureuils, et c'est les seules choses que t'arrives à tuer. Alors, je vais faire le topo. Donc, Dagorn, tu es à 5 mètres d'un ogre qu'on n'appellera pas d'ailleurs. Tu lui envoies une boule de feu, d'accord? Donc, tu prends un nombre donné d'aggro. Est-ce que si tu es à 30 mètres de plus et que tu envoies cette même boule de feu qui fait exactement le même nombre de dégâts, est-ce que ton tu auras aggro sera moins d'aggro? réduite Évidemment, sera non, la même un guerrier est en train de le tanker. Hein. Par contre, il faut définir le terme aggro. Est-ce que c'est le fait que le monstre va venir vers toi directement et t'attaquer, ou est-ce que c'est toi qui C'est prends l'agressivité l'initiative que tu as d'attaquer? créée. Voilà. C'est pour ça que je parlais de définition de l'aggro. Mais je pense qu'elle parle de l'aggro En fait, qu'on crée en fonction des dégâts. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà La quelqu'un réponse- qui est en train la de tanker réponse le est là-dedans. L'aggro monstre. se crée en fonction des dégâts et non pas en fonction de la distance. Mais vous me garantissez que si il est on en train de est... s'énerver. Hein. Ah, non, mais c'est une question. Il va parce que jamais moi, l'admettre, il a tort. Moi, j'étais convaincu, j'avais lu je sais plus où, que la distance changeait un petit peu, c'est-à-dire que les classes à distance, il valait mieux qu'elles restent à distance, sinon elles généraient plus Non. d'aggro. On va essayer de vérifier l'information, même si là Eh bien, je me sens écoutez, un tout petit peu en minorité. À nos auditeurs, faites-nous part de vos expériences sur le forum Non, et mais c'est montrez pas à les- Patrick c'est qu'il a pas les tort. expériences, il faut de la preuve Faut du concrète concret, là. Tout Bah, à il faut, fait. il Bah, faut si carrément Patrick- interviewer si des Patrick développeurs. Si Patrick Bah oui, affirme tout à ça, fait. c'est qu'il a certainement tiré un mot des Bah. développeurs qui nous aurait échappé. Donc, on est preneur. Ok, bon, on passe à un autre mail qui est celui de Drelat qui m'a envoyé un mail pour me signaler qu'il a repris son journal des larmes. Est-ce que vous savez ce que c'est que le journal des larmes ?
Alors absolument, enfin personnellement non. Non, mais c'est pas Moi, arrivé à vos oreilles. j'avais parcouru ça mais il y a un moment déjà. Ouais, bah en fait c'est une fanfiction, un petit roman de fan qu'il avait commencé il y a longtemps et qu'il a recommencé parce qu'il s'était arrêté pendant un moment, qu'il a recommencé et qui est disponible sur lejournaldelarmes.oldieblog.com, oldieblog.com, donc lejournaldelarmes.oldieblog.com. Et l'originalité de ce roman, c'est que ça se passe après la période actuelle de Warcraft, donc après World of Warcraft. Donc bon, et moi je vous avoue très honnêtement que je l'ai pas lu, mais le sujet m'a paru intéressant et ça a l'air pas mal écrit. Dagorn, tu l'avais parcouru, tu en pensais quoi? J'avais plutôt aimé, il me semble que j'en avais parlé dans les nouvelles des forums l'année dernière, je pense. Ok. Donc à titre indicatif, on va en profiter pour faire un peu de pub pour le nouveau forum qui vient de se créer, qui est le forum événements et création, qui permet de regrouper sur un seul forum donc soit les événements in-game ou IRL que font les joueurs, soit les différentes créations qu'ils font, que ce soit des dessins, des vidéos, peu importe. Donc ça leur permet de mettre tous ces événements là-dessus, et à nous ça nous permet de les mettre en avant sur le site web à travers le calendrier communautaire, les nouvelles des forums qui sont faites le mardi et les nouvelles de la communauté qui sont faites le vendredi. Donc pour nous c'est très utile, et pour les joueurs ça permet d'avoir une vraie mise en avant. Voilà. Ok, bah c'est noté. Et puis on a une dernière email dont je voulais parler, c'est celui de Ange Mort qui nous disait, qui nous envoyait quelques félicitations et qui nous disait que on est de l'Alliance, mais il tenait à nous entendre dire un petit cri de la Horde. Mais ça va être un vrai plaisir parce que pour le voilà. coup, je crois qu'on est deux là, on est des représentants de la Horde, représentants de l'Alliance. Justement, c'était une histoire que je racontais sur le forum. À la base, quand ma guilde a été créée pendant la bêta, on avait fait un sondage pour savoir de quelle faction on voulait être, et évidemment la copine du maître de guilde, elle voulait, sa femme, elle voulait absolument être du côté Alliance, alors que moi et une poignée d'autres, on voulait être justement côté Horde. On trouve pas d'excuses, vous êtes allianceux, point final. Alors on va quand même répondre à Ange Mort, on va le faire tous ensemble parce que on est quand même tous du même côté au final, c'est-à-dire le côté du fun et du jeu. C'est vachement politiquement correct ce que je viens de dire. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on va le faire ensemble, donc à 3 tous ensemble. 1, 2, 3. For the Horde! For the Horde! Voilà, et on va s'arrêter là pour le courrier des auditeurs parce qu'on commence à allonger le podcast. Je vais juste envoyer un petit salut aux gars du forum qui nous ont rejoints. Il y avait déjà ceux qui étaient déjà là auxquels j'avais dit bonjour la dernière fois. Je vais dire bonjour à Dresden, Xeron, Dark Cerebrus et pas Dark Cerberus, Carandras, Demon Lash, etc., qui nous animent le forum de manière très sympathique et efficace. Et puis on a un des membres du forum qui était là depuis le début et qui a arrêté Warcraft pour des raisons scolaires, si j'ai bien compris. C'est Kantaro, et donc je voulais t'envoyer une grosse bise à toi, Kantaro. Au revoir, j'espère qu'on te reverra Reviens bientôt. vite. Et bonne chance pour les examens. Voilà, exactement. Moi, il y a une chose que je voulais dire, c'est à Bassmore, un petit message. Patrick et moi, il faut que tu saches qu'on te jalouse fortement. Bassmore est un de nos heureux auditeurs qui a gagné un Glooby. Voilà, et qu'est-ce que c'est qu'un Glooby ? C'est la nouvelle version européenne du Murloc que tous les heureux participants de la BlizzCon avaient pu gagner à l'époque, qui était un Murloc bleu. Et en l'occurrence, on a un Murloc européen exclusif à l'Europe et qui est rose. Voilà, et donc on les a fait gagner dernièrement. Comment ça se fait qu'ils aient sorti rose, ça c'est il est bien avec ravissant. la robe de Désolé, Daniel. il est très très beau. Non mais la robe de Daniel irait à ravir. Formidablement. Une dernière petite chose par rapport aux reviews sur iTunes, on n'a pas eu beaucoup de reviews ce mois-ci, donc on est comme super quoi, même quand on est même quand on n'est pas dans le cadre du jeu, on arrive à gagner. C'est formidable. Exactement. Donc les gars qui n'avaient pas mis de review de commentaires sur iTunes, si vous pouvez aller y laisser un petit commentaire, ça serait super sympa. C'est l'un de nos moyens de distribution principaux. Donc voilà, ça serait sympathique. Merci d'aller y faire un tour. Dernier petit message, comme Daniel qui avait un message d'un des membres de sa guilde
le mois dernier. Moi, j'ai un message de Lesline qui voulait absolument que je cite son nom sur le podcast en disant qu'il était extrêmement puissant et qu'il était le nouveau Guégon, qui est le type qui a fait les vidéos du Last of Ski, qui est un mage extrêmement puissant en PvP. Et Lesline, qui est extrêmement mauvais en PvP, espère un jour arriver à son niveau. Il veut qu'on dise qu'il défie toute la horde à venir l'affronter. Donc si vous voyez un Lesline quelque part traîner en Outre-Terre avec l'arrivée de l'extension, précipitez-vous. Message à tous les membres de la horde sur Conseil des Ombres: si vous voyez Lesline, massacrez-le, campez-le et envoyez-nous des screenshots. On verra s'il fait des progrès rapidement. Ah, le pauvre, je lui ai dit, je l'ai prévenu que ça risquait d'être difficile. Mais bon, il m'a dit qu'il voulait quand même, le pauvre. Voilà, et avant de se quitter, comme d'habitude, on fait notre petit cadeau bonus en vous parlant d'un petit truc qui s'est passé dans le monde de Warcraft cette fois-ci. Un truc un petit peu insolite. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce qu'est le Dual Box ? Absolument pas. Dual Boxing, C'est pas un truc pour avoir internet et la télé et le téléphone. Ah non, j'ai rien compris alors. Jouer plusieurs personnages à la fois. Voilà, il y en a un qui suit, bravo Dagorn. Le Dual Box, c'est en fait acheter 2 boîtes du jeu pour avoir 2 codes et pour avoir 2 personnages à jouer en même temps. Donc soit sur 2 ordinateurs, soit en lançant le jeu sur le même ordinateur, sur 2 écrans séparés par exemple, et jouer 2 personnages en même temps. Notre GM faisait ça et c'était totalement transparent. Il jouait 2 comptes en même temps, un mage et un démoniste, et c'était impressionnant. Et ben écoute, là on en a un qui réussit à faire du quintuple box, c'est-à-dire qu'il a 5 comptes et 5 personnages qu'il joue en même temps, et c'est totalement et il a 5 PC aussi. Et il a alors soit 5 PC, soit 2 ou 3 avec très puissant. Le jeu qui tourne sur 2 clients. Voilà, c'est ça, sur 2 clients séparés. Je demande à voir, il faudrait qu'il fasse une vidéo de lui en train de jouer, parce que alors, en fait, il y a une instance à lui tout seul. Il y a un secret, c'est qu'il joue un prêtre et 5 mages avec Presence of Mind, enfin avec présence spirituelle et pyroblast, explosion pyrotechnique. Et donc il joue les 5 personnages en même temps, c'est-à-dire que le jour où vous venez l'embêter et que vous le regardez de travers, il y a 5 explosions pyrotechniques qui partent en même temps sur vous, parce qu'il a configuré évidemment son clavier et sa souris et tout ça pour contrôler ça très facilement. Ça fait mal, hein. Et ça fait très très mal. Mais bon, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça ailleurs, et quintuple box, c'est quand même très très fort. Voilà, c'est tout pour notre épisode de janvier. On va conclure en vous souhaitant un bon mois de janvier et une bonne arrivée en Outre-Terre, évidemment. Quelques mots pour terminer. Surtout une bonne année, parce qu'on n'a pas eu l'occasion on a eu l'occasion de l'écrire, mais pas de le dire. Donc voilà, on va leur souhaiter une merveilleuse année Warcraftienne et puis Burning Crusadienne. Non, mais voilà, en espérant qu'ils trouveront autant de plaisir sur cette nouvelle extension que sur le précédent univers, voire même plus. Et peut-être rendez-vous aussi sur la Fnac des Champs-Élysées qui fait une sortie à minuit. Ah bah pour les Parisiens. Le 15, ouais, pour les merde, je l'ai réservé sur internet. Ah ouais, donc voilà. Pour les Parisiens, le jour de la sortie à minuit voilà, sur les champs. On s'y verra là-bas. Ciao, Dagorn, un dernier truc. Un petit mot, êtes-vous préparés? En anglais, allez, on le tente en anglais. Allez, tous ensemble. Allez, 1, 2, 3. You are not prepared! Bon, et je tiens juste à signaler que Dagorn sera déguisé en Murloc sur les Champs-Élysées le jour de la sortie de Burning Crusade.
et que Daniel sera avec sa fameuse robe rose. Que j'ai préparée de mes mains. Et Patrick fera le gloubi.